Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Que se passerait-il si Lena Situation, Squeezie et tous nos influenceurs préférés devenaient écolos? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le verre à moitié plein. Un concours pour 3 nuits à Tahiti. Kylie Jenner qui demande sur Instagram si elle prend son jet privé ou celui de son copain. Des incitations permanentes à la surconsommation. Pendant qu'au même moment, on se bat entre la canicule, les feux de forêt et le métro bondé où il fait 40 degrés. Les influenceurs vantent des modèles de réussite et des modes de voyage incompatibles avec les enjeux environnementaux et sociaux actuels. C'est ce que dénonce le collectif Paye ton influence que j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui. Nous allons parler des problèmes de l'influence, du greenwashing, des débuts de régulation, d'influence voyage et bien sûr des solutions. Je reçois en effet Amélie, qui est consultante en influence responsable et cofondatrice de Paye ton influence, le collectif qui interpelle les influenceurs et alerte les consommateurs sur des pratiques peu éthiques et des imaginaires incompatibles avec l'urgence climatique. Amélie, bonjour et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Sur Instagram principalement, donc vos publications appellent le secteur de l'influence à prendre la mesure de l'urgence et de leurs responsabilités. Est-ce que vous êtes persuadé que le réveil des influenceurs pourrait faire basculer la jeune génération sur les problématiques environnementales ? Pour commencer, est-ce que tout simplement tu pourrais nous raconter l'histoire de la création du collectif Paye ton influence, le moment où vous vous êtes dit bon, il est temps un peu d'aller bouger le monde de l'influence parce que là, ça va pas du tout. En gros, il y a à peu près 1 an et demi, donc je fais aussi partie d'un autre collectif qui s'appelle le collectif pour un réveil écologique. Et au sein de ce collectif pour un réveil écologique, justement, je m'occupais avec une équipe, notre équipe de bénévoles justement de tout ce qui était à développer notre communication sur les réseaux sociaux, essayer d'aller toucher des jeunes de notre génération qui n'étaient pas convaincus encore ou qui n'avaient pas forcément accès aux enjeux écologiques et qui n'étaient pas forcément sensibilisés sur ces sujets. Et finalement est venue cette réflexion de se dire bah, aujourd'hui, les influenceurs, c'est des personnalités qui sont assez suivies. Comment on pourrait faire justement pour travailler avec des influenceurs pour essayer de mettre en avant nos idées et notamment de sensibiliser sur la transition écologique. Et finalement, de cette première réflexion sur comment on pourrait travailler avec des influenceurs est venu ensuite en fait un autre prisme de lecture qui était bah, en fait, il y a un problème aujourd'hui avec le secteur de l'influence, c'est que les influenceurs, justement, ils ont ce pouvoir parce qu'ils ont des communautés énormes qui les suivent, ce sont devenus des leaders d'opinion aujourd'hui. Et pourtant, la grande majorité continue à promouvoir des modes de vie et de consommation qui ne sont plus compatibles avec les enjeux écologiques. Et c'est là qu'on s'est dit bah, qu'il fallait absolument faire quelque chose, qu'il fallait absolument justement aller un peu réveiller ce secteur-là sur les enjeux écologiques. Et finalement est né en décembre 2021 Paye ton influence, avec bah, pour grands objectifs déjà de sensibiliser sur les enjeux d'influence à l'heure de l'urgence écologique, d'aller créer le dialogue avec les influenceurs aussi, et ce monde-là, pour aussi comprendre leurs freins. Et puis finalement porter ce sujet de l'influence à l'heure de l'urgence écologique dans le débat public, que ce soit quelque chose qui devienne important et qu'on puisse en parler. Voilà. Et donc tu parles des freins des influenceurs, qu'ils n'ont pas encore, on va dire, pris la mesure de leurs responsabilités. Aujourd'hui, c'est quoi les freins des influenceurs à la transition ? Est-ce que c'est plutôt un problème de méconnaissance, d'argent, de peur de se faire harceler pour être irréprochable tout le temps, de perdre son audience ? Bah, c'est un peu un mélange de tout ça. Le premier grand frein, finalement, c'est quand même le business model. Bah, quand on a un influenceur, notre business model, il repose sur promouvoir des produits, des services. Et donc, c'est finalement des appels à la consommation de son audience. Et donc, le premier frein, c'est potentiellement accepter en tant qu'influenceur, bah, pour être un peu plus aligné avec les enjeux écologiques ou les enjeux d'éthique, refuser de faire certains partenariats.
Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les industries qui sont les plus polluantes, c'est les industries aussi qui payent le mieux. Aller refuser d'aller faire un partenariat avec des marques de fast fashion ou des marques de cosmétiques qui seraient pas très éthiques, c'est aussi se couper d'une certaine manne financière pour les influenceurs. Donc, s'ils n'ont pas finalement d'autres possibilités de gagner de l'argent via d'autres sources de revenus, bah, ça peut être compliqué. Le deuxième, c'est finalement tous les enjeux, bah oui, de sensibilisation. Aujourd'hui, les influenceurs, ils sont finalement à l'image de la majorité des Français, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été ni sensibilisés ni formés aux enjeux écologiques, ou en tout cas, ils comprennent pas à quel point il y a une urgence écologique. Et ce manque de sensibilisation, bah, il pousse pas à l'action. Pour avoir la volonté de changer, il faut aussi comprendre pourquoi on change. Donc, il y a un gros enjeu finalement, voilà, de sensibilisation. Il y a aussi un autre frein qui est que bah, finalement, il y a un peu les enjeux de passager clandestin. En fait, étant donné qu'aujourd'hui, il y a très peu d'influenceurs qui vraiment ont commencé leur transition écologique, bah, ça pousse pas d'autres à le faire. Finalement, ça pousse d'autres à bah, continuer leur business pendant que d'autres, finalement, se sacrifient. Donc, il y a aussi un enjeu de comment on fait pour dynamiser une transition un peu plus globale et massive en fait des influenceurs. Et tant qu'en fait, il n'y a pas un certain nombre minimum d'influenceurs qui ont commencé leur transition, bah, les autres vont pas se sentir peut-être assez légitimes ou même assez, on va dire, réveillés pour ensuite entamer eux-mêmes leur transition. Après, comme tu le disais, oui, il y a aussi des grandes questions de légitimité. Aujourd'hui, les influenceurs, voilà, c'est des personnalités publiques. On leur reproche tout et n'importe quoi au quotidien parce que justement, ils montrent leur vie à leurs abonnés, notamment sur les enjeux écologiques. Bah, il y a un enjeu aujourd'hui qui est que bah, finalement, un influenceur qui va décider de commencer à parler des enjeux écologiques sur son compte, potentiellement commencer à faire des partenariats avec certaines marques ou ONG sur ces sujets-là, bah, il y a un risque qu'il se fasse finalement critiquer pour ça, avec des commentaires qui vont me dire bah mais t'es qui pour enfin quelle légitimité t'as pour parler des enjeux climatiques alors que tu prends beaucoup l'avion, etc. Donc clairement ça c'est un frein qui ne pousse pas les influenceurs à s'engager. Après nous ce qu'on leur dit c'est que de toute façon vous êtes critiqués tout le temps sur tout ce que vous faites, autant que vous soyez critiqués pour avoir fait une action finalement un peu plus vertueuse que d'habitude. Mais bon, c'est quand même un frein parce que bah forcément c'est jamais agréable de se prendre des commentaires qui peuvent des fois en plus être malveillants. Ce qu'on condamne, nous on veut vraiment voilà, qu'il y ait de l'accompagnement, qu'ils comprennent pourquoi ils doivent changer et qu'ils le fassent de leur plein gré. Et puis il y a aussi un enjeu bah, d'être pertinent avec leur audience. Aujourd'hui, il y a une partie grandissante de l'audience qui attend des influenceurs un certain engagement, notamment sur les questions écologiques. Ça se voit notamment à travers bah, de plus en plus de commentaires qu'on voit sur les réseaux sociaux où l'audience va typiquement aller dire à l'influenceur bah, est-ce que tu penses à ton empreinte carbone. Là, tu promeux ce voyage, mais ça a un impact, etc. Donc, on voit qu'il y a une grande, des nouvelles attentes de l'audience, mais ça reste quand même une partie minoritaire de l'audience. C'est une audience qui n'est pas silencieuse, qui se fait entendre, mais c'est quand même une partie minoritaire et la grande majorité, finalement, notamment dans les 15-25 ans qui sont en majorité sur les réseaux sociaux, il y a une grande partie de l'audience qui finalement n'est elle-même pas sensibilisée sur ces enjeux écologiques et qui finalement potentiellement peut aller bah, arrêter de suivre un influenceur si il fait potentiellement une transition trop grande ou alors qu'il ne correspond pas à ce qu'attend la majorité de son audience. Donc il y a une peur enfin, pour les influenceurs justement de perte d'audience. Après, nous, ce qu'on dit, c'est que vraiment, bah, finalement, il y a aussi un enjeu de perte d'audience s'ils continuent les appels à la surconsommation, à travailler avec des marques qui sont pas éthiques, etc. Donc il y a un peu un enjeu de perte d'audience dans les deux sens. D'ailleurs, la dernière étude de l'agence Reach sur les tendances du marketing d'influence, elle a demandé justement à l'audience des influenceurs qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter de suivre un influenceur. Bah, les réponses 2 et 3, c'est les trop gros appels à la surconsommation et la valorisation de marques qui sont pas éthiques. Donc il y a aussi un enjeu bah, de perte d'audience si l'influenceur s'engage pas. Mais bon, étant donné que c'est pas encore une partie majoritaire de l'audience qui demande ces changements, bah l'influenceur va potentiellement être pas forcément voilà à l'aise avec le fait d'en parler à l'audience de ces nouvelles réflexions ou alors de faire évoluer son influence vers plus d'écologie. Mais je rebondis un peu de ce que tu disais sur le fait que ce soit sur les deux côtés que l'influenceur peut se faire reprocher des choses. Parce que donc vous, votre plan d'action, c'est donc de faire des posts informatifs. En commentaire de ces posts, vous allez, avec les abonnés, identifier les influenceurs, mais aussi sur des comptes d'influenceurs,
vous allez mettre des commentaires où vous expliquez à l'influenceur les conséquences de ce post quand c'est un post, on va dire, problématique. Je pense par exemple à Romy qui était allée quelques jours à Hawaï avec Benefit qui teste ses produits sur les animaux juste après avoir été égérie d'une campagne PETA, qui est une association de défense des droits des animaux. Et donc je me posais la question, donc vous après à peu près 1 an d'existence du compte Instagram, et donc de vos actions, est-ce que vous avez eu des retours d'influenceurs qui ont changé leur manière de communiquer sur leur réseau par rapport à ces commentaires-là, à vos identifications, à vos interpellations? Alors c'est clair qu'en 1 an, il y a énormément de choses qui ont évolué. On a remarqué quand même que la position des influenceurs sur les enjeux écologiques et le fait que d'être rappelés finalement à l'ordre sur leur non-engagement sur ces enjeux-là, notamment à travers typiquement voilà, des commentaires sous certains posts. Enfin, certains ont vraiment fait évoluer la manière dont ils voient ça. En fait, on va dire au début de Paye son influence, les enjeux écologiques au sein du monde de l'influence, c'était des enjeux qui n'étaient pas du tout valorisés. C'était voilà, c'était très confidentiel, peu de personnes en parlaient. Il y avait le média Bon Pote qui avait commencé à en parler un peu, mais voilà, ces enjeux-là ils restaient pour une frange d'influenceurs engagés de base, influenceurs green. Et finalement, au début de Paye son influence, on avait beaucoup d'influenceurs finalement qui pouvaient se braquer en fait par nos posts, par les commentaires des fois qu'on pouvait mettre, alors que c'était des commentaires bienveillants, explicatifs, etc. Au fur et à mesure, on a vu que finalement les influenceurs, déjà ils ignoraient beaucoup moins certaines interpellations ou certaines voilà, critiques sur le fait qu'ils puissent ne pas intégrer l'impact carbone typiquement d'un voyage ou d'un produit qu'ils mettaient en avant. En gros, les influenceurs, ils ont commencé à comprendre ils pouvaient plus ignorer que bah, une partie grandissante de leur audience les appelait à changer. Et du coup, certains ont même commencé à finalement se justifier. Et oui, on a vu bah, des influenceurs qui, justement, suite typiquement à un message qu'on a pu leur envoyer sur l'impact carbone de certaines choses qu'ils ont pu mettre en avant, bah, qui se sont remis en question, qui ont dit oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé, etc. On a discuté avec pas mal d'influenceurs qui, au début, pouvaient potentiellement être braqués par notre compte et qui ensuite, après, bah, finalement, ont commencé à vraiment avoir des nouvelles réflexions sur leur influence. On a eu pas mal de conversations bah, en off avec certains influenceurs qui nous disaient bah, à quel point ils avaient pu faire évoluer certaines choses, notamment refuser d'aller prendre l'avion si c'est que pour 24 heures, refuser certains partenariats, etc. Mais qu'ils n'osaient pas encore en fait le dire ouvertement à leur audience, parce qu'ils avaient trop peur encore, voilà, de pas se sentir légitimes et qu'on leur dise oui, mais tu veux une médaille, etc. pour avoir fait ça. On dit aux influenceurs qu'on a vraiment besoin qu'ils puissent valoriser et documenter leur prise de conscience aussi, parce que ça peut aider d'autres influenceurs finalement à en parler. Et sinon, on a notamment pas mal eu des contacts avec une influenceuse qui s'appelle Sandrea. Elle recevait des commentaires de son audience qui lui disaient bah c'est vrai Sandrea, tu continues à faire, enfin là tu travailles avec une marque qui est pas top, là voilà tu promeus quelque chose qui est très impactant, etc. Et finalement ça met quand même des petites graines en fait. Parce que finalement, aujourd'hui, bah, l'influenceur, il dépend de son audience pour être influenceur. Un influenceur, sa richesse, c'est son audience. Et finalement, son audience peut vraiment être un levier de changement, être un levier de prise de conscience. Bah, parce que souvent, les influenceurs, ils vont lire leurs commentaires et voir, à voir bah, si l'audience est réceptive ou pas d'un partenariat, réceptive ou pas d'un contenu. Et c'est pour ça que ça peut vraiment avoir un effet de levier. Je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs aussi qui ont évolué durant cette année-là parce qu'ils ont vu qu'il y avait de plus en plus d'autres influenceurs qui commençaient à parler des enjeux écologiques, qui commençaient à se positionner sur ces sujets quand même, même si ça restait même si ça reste une petite minorité. Et que finalement, il y a aussi, bah, comme je disais, un effet de groupe après qui peut se créer et qui a commencé à se créer. On a eu aussi, durant cette année, bah, pas mal de couverture médiatique. Ça a aussi un impact forcément sur la perception globale du secteur de l'influence par les influenceurs. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit, bah, ah, ouais, il y a vraiment un sujet aujourd'hui. Et donc, oui, en 1 an, on a vraiment vu une évolution assez conséquente jusqu'à aujourd'hui où finalement les enjeux d'influence responsable sont partout, sont pris en compte par le gouvernement aussi. Que va devenir le secteur de l'influence et comment sa régulation va potentiellement impacter la manière dont les influenceurs aujourd'hui, on va dire, font leur influence et quels messages sont passés. Bah justement, je voulais en parler de ça, de la régulation du monde de l'influence. Vous avez fait pas mal de posts récemment à ce sujet et il y a notamment
le gouvernement qui a ouvert le 9 janvier une consultation citoyenne qui est disponible sur le site make.org pour réguler le secteur. Déjà, je me demandais comment ça se fait qu'aujourd'hui, en 2023, le secteur de l'influence ne soit pas bien régulé par la loi. Parce que les pouvoirs publics, de manière générale, la loi, elle arrive après la bataille. Souvent, c'est des réponses à des problématiques qui sont là depuis quelques années, mais c'est un peu l'inertie du système politique, gouvernemental, etc. Et aujourd'hui, c'est le cas avec l'influence responsable. Il y a eu énormément aujourd'hui ces derniers mois de scandales liés aux pratiques de certains types d'influenceurs, notamment les influenceurs télé-réalité, et qui ont permis en fait de mettre en lumière les impacts globaux du monde de l'influence, notamment des influenceurs sur leur audience. Et ça a permis finalement de faire comprendre au pouvoir public qu'il y avait vraiment quelque chose à faire aujourd'hui pour protéger les consommateurs, notamment protéger les jeunes face à des influenceurs qui finalement les arnaquaient, leur promouvaient des partenariats véreux ou dangereux. Et c'est souvent en fait les cas un peu extrêmes qui provoquent finalement des prises de conscience et qui mènent ensuite à des encadrements. Le secteur de l'influence, ça reste quand même, et le métier d'influenceur, ça reste un métier quand même nouveau. Aujourd'hui, le secteur de l'influence, quand même, voilà, il a explosé en termes de chiffres. Il pèse 15 milliards là, fin 2022. C'est 20 fois plus qu'en 2015. Donc, on voit vraiment qu'il y a une explosion. Mais voilà, ça reste quand même un secteur qui est nouveau. Et finalement, la loi n'a pas répondu assez rapidement à cette nécessité aujourd'hui, notamment en termes d'encadrement du travail, qui est que juste donner une définition à un influenceur. Aujourd'hui, le métier d'influenceur, et c'est l'objectif d'ailleurs des lois qui vont être passées, le métier d'influenceur, il n'est pas défini par la loi. Il n'existe pas au regard de la loi. Et ça, c'est un des plus grands problèmes pour l'encadrer. Quand ton métier n'est pas régulé par la loi, quand finalement il n'y a pas de règles claires qui l'encadrent, tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi. Les liens entre les marques et les influenceurs, pareil, c'était très peu encadré. Les liens entre même les agences d'influenceurs et les influenceurs, pareil, très peu encadré. Toutes les mises en lumière finalement des dérives de l'influence ont permis finalement de enfin mettre le sujet sur la table. Aujourd'hui, le secteur de l'influence, c'est un secteur qui est énorme, c'est un secteur qui a un impact extrêmement conséquent dans l'orientation des modes de vie et de consommation, notamment pour les 15-25 et les 15-35 qui suivent à plus de 80% des influenceurs. Et pour nous, il faut même aller plus loin. Le secteur de l'influence, c'est un secteur justement qui a une aura absolument incroyable. Les influenceurs sont les nouveaux communicants, les nouveaux leaders d'opinion. Et finalement, on a besoin aussi de ce secteur dans la transition écologique. On a besoin des influenceurs pour qu'ils promeuvent des modes de vie et modes de consommation plus responsables, plus durables, qui promeuvent aussi de nouveaux imaginaires, parce que ce sont les personnes aujourd'hui qui sont les plus écoutées. Ce sont les personnes qui ont le plus de visibilité et qui peuvent justement être des acteurs dans cette transition écologique-là. C'est pour ça qu'on travaille avec pas mal d'acteurs différents sur ces enjeux-là d'encadrement du secteur de l'influence, et notamment à faire des propositions à travers la consultation publique de Bruno Le Maire. Mais ce qu'on veut porter aussi encore plus, c'est finalement aller au-delà juste d'un encadrement juridique pour aller aussi à un encadrement finalement qu'on pourrait appeler de écologique. Parce que donc quand tu parlais des dérives, tu disais les partenariats véreux, quand les influenceurs peuvent promouvoir donc à leur audience des produits qui vont être potentiellement dangereux. Quelles propositions on pourrait faire par exemple dans la consultation, si on faisait ici nos propositions à la consultation, pour réguler une influence responsable d'un point de vue écologique, d'un point de vue social aussi, d'un point de vue du droit des animaux, parce qu'il y a eu des soucis également avec ça, des influenceurs en voyage qui vont se montrer par exemple à dos d'éléphants en Thaïlande ou en train de faire des selfies avec des lions. Voilà. Les grandes, revendications qu'on a sur l'encadrement du secteur de l'influence, notamment en lien avec les enjeux environnementaux et sociaux, c'est déjà avoir beaucoup plus de transparence sur notamment la provenance des produits, des services promus par les influenceurs, sur aussi les impacts de ces services promus. Typiquement, nous, on voudrait que quand un influenceur fait gagner un voyage en avion qui mentionne l'empreinte carbone, pareil quand il promeut un produit qui mentionne l'empreinte carbone, s'il promeut typiquement une industrie qui est ultra polluante ou délétère pour l'environnement socialement comme la fast fashion, qui ait une certaine forme de disclaimer sensibilisation, en disant voilà, vraiment n'achetez ce produit
que par nécessité, etc. On peut aussi avoir des messages, voilà, des messages disclaimers de sensibilisation de manière même plus globale, comme consommer, comme il y a avec pour l'alcool typiquement, consommer avec modération ou manger 5 fruits et légumes, même pour les produits d'ailleurs qui peuvent être plus écologiques, parce que l'idée c'est quand même qu'on revoie un peu l'ensemble de manières de consommer. Beaucoup de transparence, de la sensibilisation de leur audience, parce que c'est aussi leur métier. Je veux dire, ils font passer des messages et c'est important aussi qu'ils puissent, quand ils mettent en avant un partenariat, mettre en avant les dessous de ce partenariat-là et les impacts écologiques et sociaux. Et puis, de manière plus globale, qui est une certaine obligation de formation aux enjeux écologiques ou alors une certaine vraiment remise à plat de aujourd'hui on en est sur les enjeux écologiques pour qu'ils comprennent aussi à quel point les secteurs qu'ils peuvent mettre en avant ont un impact vraiment délétère sur l'environnement. Ça, finalement, c'est des choses qui sont, on va dire, difficiles à mettre en place. Je veux dire, il faut qu'il y ait une volonté déjà des acteurs de l'influence. Je pense il faut aussi qu'il y ait une certaine facilitation de ce genre de pratique à travers les plateformes. Est-ce que Instagram pourrait justement permettre de mettre plus facilement des messages de sensibilisation à la consommation responsable ou alors la valorisation justement des impacts de certains secteurs. Les plateformes de réseaux sociaux ont aussi leur part de responsabilité là-dessus. Et puis, c'est aussi comment est-ce que ça pourrait être intégré dans une loi ou est-ce que ça reste de l'autorégulation? Ça, c'est un peu la grande question, c'est à quel point ces nouvelles propositions de d'encadrement du secteur de l'influence, est-ce que ça peut faire partie de la loi? Est-ce que la loi, elle va rester juste sur des considérations plus juridiques? Mais en tout cas, il y a plein de choses à faire sur le secteur de l'influence en lien avec les enjeux écologiques. Et nous, ce qu'on prône vraiment, c'est que de manière générale, qu'il y ait une prise de conscience des influenceurs et surtout vraiment d'autant plus aujourd'hui une transparence sur les impacts globaux de tout ce qui est promu sur les réseaux sociaux. Et là, aujourd'hui, on parle donc pas mal des influenceurs, mais est-ce qu'il y a aussi une prise de conscience des marques qui donc font ces partenariats avec les influenceurs? Bien sûr. Alors elles, les marques, pour le coup, elles sont obligées d'avoir une certaine prise de conscience. Pourquoi? Parce que la loi encadre et la loi les oblige aujourd'hui d'avoir, du reporting environnemental, de faire, leur bilan carbone, d'avoir une stratégie RSE et cetera. Voilà, elles ont des comptes à rendre, sur, leur ambition écologique. Ce qu'aujourd'hui les influenceurs typiquement n'ont pas, alors que certains sont, même d'ailleurs des entreprises. Donc les marques, elles, clairement, elles sont déjà obligées par la loi à avoir certaines ambitions écologiques et surtout, elles se rendent compte que il y a une audience qui est d'autant plus en attente vis-à-vis des marques d'ambition écologique. 60% de la population française attend que les marques s'engagent sur les questions écologiques, sociales, etc. Et donc, elles ont aussi des questions d'image, c'est-à-dire qu'elles vont aussi, l'idée c'est de se dire comment je peux être mieux vue par l'audience et elles le font beaucoup à travers les influenceurs aujourd'hui. Il y a des influenceurs qui vont travailler avec des grosses marques pour mettre en avant leur nouveau modèle de cosmétiques qui est moins impactant, leur nouvelle basket qui a une empreinte carbone réduite, etc. Et du coup, ça permet aux influenceurs finalement d'une certaine manière de parler des enjeux écologiques à travers les marques. Mais bon, ça peut être très pris pour du greenwashing, justement, de uniquement parler des enjeux écologiques à travers les marques et pas juste à travers ses convictions propres. Et le problème, c'est que les influenceurs, ils sont pas sensibilisés à détecter le greenwashing, donc mettre en avant des briefs sans vraiment les comprendre, sans vraiment les modifier. Et donc, on se retrouve avec typiquement Nespresso qui fait un post avec une influenceuse pour dire oui, dans 50 ans, il y aura plus de café, c'est pourquoi Nespresso s'engage, etc., pour préserver les terres, et qui a finalement eu pour conséquence d'impacter l'image de l'influenceuse et de Nespresso parce que tous les commentaires sous ce post, c'était pour dire non mais là c'est du gros greenwashing, Nespresso, ils sont pas du tout éthiques, etc. Nous, on a fait notamment des posts pour expliquer pourquoi Nespresso était pas du tout éthique, c'était du greenwashing, so paye ton influence. Et il suffisait finalement de taper Nespresso greenwashing pour savoir qu'il y a même pas un an, 3 associations avaient suivi Nespresso justement pour greenwashing dans leur communication. Enfin bref, du coup voilà, ça a amené à ce post-là et finalement l'influenceuse a supprimé le post parce qu'il y avait trop de commentaires qui disaient c'est du greenwashing et que en fait elle a dû se rendre compte que cette opération commerciale, Nespresso l'utilisait pour se faire bien voir. Et ça prouve déjà à quel point aujourd'hui les marques ont un enjeu
de valorisation de leur transition écologique à travers notamment les influenceurs, que bah, finalement, du coup, on retrouve énormément, énormément de greenwashing sur les réseaux sociaux maintenant. Et est-ce qu'on pourrait réguler ce greenwashing? Alors, le greenwashing, déjà, il est encadré par la loi. Aujourd'hui, c'est interdit de faire du greenwashing, hein. Mais ça reste en fait très compliqué. Enfin, il n'y a pas vraiment de sanctions. C'est-à-dire qu'il y a un jury de déontologie de la RPP, de l'autorité de régulation de la publicité, et qui permet en gros à tous, c'est-à-dire que même en tant que citoyen, en tant qu'association, etc., de faire un signalement sur typiquement une campagne qui pourrait nous paraître du greenwashing. Ensuite, il y a un jury de déontologie qui acte si ça l'est ou pas. Mais bon, si c'est acté que c'est du greenwashing, finalement, c'est juste un enjeu d'image pour la marque. Et encore, finalement, très peu de monde vont aller voir le site de juré de la déontologie pour voir quelles marques ont été vraiment accusées de greenwashing. Donc aujourd'hui, il y a quand même un gros manque de réglementation de ce greenwashing-là, d'encadrement, parce qu'il y a tellement de pubs en fait. La meilleure moyen de l'encadrer, c'est de savoir le reconnaître. Donc c'est de savoir le reconnaître pour les influenceurs, pour pas se faire avoir, mais c'est aussi pour les marques d'être formées sur comment ne plus faire du greenwashing et comment réussir à potentiellement donner envie à son audience d'acheter le produit en étant totalement transparent et pas en essayant de cacher la vérité ou de faire croire qu'il y a des grosses ambitions écologiques derrière alors que finalement c'est qu'une partie minime. Mais c'est clair que la réglementation du greenwashing, elle est très complexe. Là, récemment, il y a eu un nouvel encadrement, notamment de l'utilisation du terme neutralité carbone. Enfin, ça fait quelques mois, un peu plus d'un an maintenant, que le terme neutralité carbone est arrivé dans les communications des entreprises sur leurs avancées écologiques et donc avec énormément de dérives. Cette neutralité carbone, d'ailleurs, elle était souvent associée à de la compensation carbone, donc souvent juste le fait de planter des arbres et dire que voilà, on est neutre en carbone. En gros, la loi dit que l'entreprise doit montrer vraiment de manière très précise pourquoi elle dit qu'elle est neutre en carbone, comment elle y arrive, etc. Mais le problème, c'est que ce n'est absolument pas pertinent parce que l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, l'a bien dit, et de manière générale, les scientifiques le disent, la neutralité carbone, ce n'est pas possible ni à l'échelle d'une entreprise, ni à l'échelle d'un produit. Et donc en fait, on a une loi qui permet quand même de l'utiliser, alors que c'est un terme qui devrait être banni en fait de toutes les communications, parce que c'est un terme qui ne repose sur aucune vérité scientifique on pourrait annuler nos émissions en plantant des arbres ou en investissant dans des projets qui permettraient d'enlever de l'empreinte carbone, des émissions carbone dans l'air. Enfin bref. Donc on voit qu'on est quand même face à un cadre qui permet aux marques de continuer à faire du greenwashing. Et finalement, ça c'est compliqué. C'est-à-dire que soit il y a vraiment une volonté des entreprises et des marques d'arrêter justement de tromper le consommateur et vraiment d'avoir des communications honnêtes, soit finalement c'est aux consommateurs, aux influenceurs et à l'audience d'arriver à ne pas se faire avoir par le greenwashing. Et c'est aussi pour ça qu'avec Page d'Influence, on essaye de faire beaucoup de sensibilisation là-dessus. Donc quand on voit sur un post Instagram par exemple, mon trajet en avion a été neutre en carbone car j'ai compensé en plantant des arbres, c'est du greenwashing et ça fonctionne pas. Exactement. Alors, j'ai envie de dire, c'est mieux que rien que l'influenceur ou la marque ait, on va dire, investi dans un projet de reforestation ou dans un autre projet qui permet justement peut-être, en protégeant un certain territoire, capter du CO2 et potentiellement, réduire l'impact, de son voyage. Mais je veux dire, les émissions sont pas annulées. C'est une fausse solution. C'est ne pas vouloir faire les vrais efforts qui sont des efforts qui doivent être des efforts de sobriété, donc faire moins. En gros, la compensation carbone, la neutralité carbone, elle permet aux entreprises de continuer leur business tout en se disant oui, mais j'ai planté des arbres, donc c'est ok, donc je peux continuer comme avant. Et c'est ça en fait, c'est la réflexion qui est derrière qui est pas la bonne. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que il faut absolument revoir l'ensemble de nos modes de vie, nos modes de consommation. Il faut absolument réduire en fait, qu'il y ait une réduction effective de notre empreinte carbone. Et cette réduction effective-là, elle peut pas se passer avec la compensation carbone parce que tant qu'on continue à envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est ça le problème. Donc il faut ne pas les envoyer. La meilleure manière de ne pas les envoyer, c'est typiquement prendre moins l'avion, avoir une consommation qui est plus responsable, promouvoir des produits et des services, etc., qui sont plus responsables
Et c'est absolument pas une solution, la compensation carbone, c'est vraiment dans l'engagement sur les enjeux écologiques d'une entreprise ou d'un influenceur, ça doit être le dernier recours. Le premier, ça va être la réduction effective de son empreinte carbone. Chez Floqueo, qui est donc l'entreprise du verre à moitié plein du podcast. Donc on est une entreprise de tourisme durable et on travaille donc avec des professionnels du tourisme, des agences réceptives qui sont pas forcément en France, qui sont un petit peu partout dans le monde. Quels conseils est-ce qu'on pourrait donner à ces professionnels-là, ces agents de voyage, qui s'engagent dans une démarche durable pour leur éviter de communiquer sur du greenwashing? Il y a des enjeux énormes avec le tourisme aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans une société où c'est extrêmement facile d'aller voyager à l'autre bout du monde, notamment grâce à l'avion. Et pourtant, vraiment, le tourisme, c'est un générateur d'impact énorme. C'est un générateur d'impact carbone à travers l'utilisation de l'avion, mais c'est un générateur d'impact énorme aussi sur la biodiversité. Il y a énormément aujourd'hui de territoires où on contrôle l'arrivée des touristes parce que ça a totalement, on va dire, eu des impacts sur voilà, la biodiversité, les écosystèmes locaux, etc., avec l'afflux voilà, du tourisme de masse. Et en fait, il faut vraiment repenser aujourd'hui la manière dont on voit le voyage. En fait, on est dans nos modes de vie, notamment occidentaux, font qu'on a tellement des vies qui sont rapides, notamment quand on travaille dans des grandes villes, etc. On a ce besoin en fait de s'échapper et d'aller loin et de se dire, ok, moi j'ai envie de prendre l'avion, je vais aller dans les Canaries pour le week-end parce que j'ai besoin de souffler, d'être de m'échapper de ce quotidien-là. Et c'est ça en fait aussi qui crée la nécessité voilà, de vouloir aller prendre l'avion à droite à gauche pour visiter, etc. Il y a aussi tout ce qui est les modèles de réussite aujourd'hui qui, notamment pour ma génération, les 15-25, 15-35, qui fait que finalement on est censé s'épanouir à travers le voyage. Le voyage doit être finalement une fin en soi, qu'il faut absolument aller faire le tour du monde pour se comprendre, voilà, etc. Alors que pas forcément, je veux dire, on peut très bien limiter drastiquement ses voyages, potentiellement faire un vol long courrier tous les 2-3 ans et être très heureux dans sa vie. En fait, il y a vraiment un enjeu pour l'ensemble du secteur du tourisme de remise en question en fait de ces pratiques. Comment on fait en sorte de privilégier déjà les voyages qui sont plus locaux? C'est parce que finalement, en fait, on va connaître des pays alors qu'on ne connaît pas les 3 villes qu'il y a autour, enfin, on ne connaît pas les villes à côté de nous, en fait. Cette remise en question des imaginaires aussi du voyage permettra finalement aussi à l'audience d'avoir de nouvelles attentes aussi envers le voyage. Potentiellement des attentes de voyage peut-être plus longs. Le trajet fait partie du voyage. Aujourd'hui, on prend 10-12 heures l'avion, on est dans une sorte de bulle en haut du ciel où on ne voit pas ce qui se passe et on atterrit dans un autre pays aux cultures sans transition. Je suis même pas sûre que ce soit vraiment, on va dire, bon pour la santé d'avoir ce type de voyage. Mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que, notamment en termes d'empreinte carbone de l'aviation, c'est indispensable aujourd'hui de réduire notre utilisation de l'avion, de voyager vraiment de manière beaucoup plus consciente en fait aussi. On dit beaucoup j'ai fait le Vietnam, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait les États-Unis. En fait, on voyage sans vraiment, on voyage pour voyager. On voyage aussi beaucoup. C'est très en lien avec les réseaux sociaux. Il y a une émission YouTube d'Arte, enfin c'est une émission d'Arte sur YouTube qui revient sur Instagram et tous les impacts qu'a Instagram sur certains secteurs. Il revient notamment sur l'impact d'Instagram sur le secteur du voyage et qui montre que finalement aujourd'hui les gens ils voyagent aussi pour pouvoir faire leur post Instagram, pour pouvoir dire qu'ils y étaient en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des destinations qui sont maintenant envahies de touristes parce qu'on a eu des influenceurs qui ont commencé à y aller et qui l'ont posté et qu'aujourd'hui tout le monde veut y aller pour pouvoir dire qu'ils y sont allés. Et donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment, on va dire, repenser aujourd'hui le voyage, et surtout le repenser pour l'inclure dans les réalités climatiques actuelles. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre l'avion comme on le prenait ces dernières années. Je veux dire, un aller-retour Paris-New York, c'est 2 tonnes de CO2. 2 tonnes de CO2, c'est l'empreinte carbone annuelle qu'on est censé avoir pour rester en dessous des 2 degrés de réchauffement. Et il faut absolument que le secteur du tourisme puisse prendre le pas de cette redirection. Ouais, l'idée, oui, c'est pas de supprimer le voyage, puisque de toute façon, c'est un secteur qui est beaucoup trop important économiquement et socialement. Mais encore une fois, l'enjeu de sobriété. Voyager moins, mais voyager mieux. Est-ce que tu te rappelles le nom de l'émission sur Arte?
Oui, ça s'appelle Arte la foire aux vanités. Non, ça s'appelle Instagram la foire aux vanités. Ok, bah, je le mettrai en description et j'irai regarder parce que ça m'intéresse. Est-ce que tu as des exemples d'influenceurs plus ou moins importants qui se sont engagés dans un tourisme plus durable, enfin, qui parlent de voyage, mais de voyage plus durable? Il y a un exemple qui est assez représentatif de la transition, notamment la transition possible aussi des influenceurs. C'est l'influenceur Tolt, qui, lui, en fait, était un influenceur voyage, donc il prenait énormément l'avion. C'était d'ailleurs une très grosse part de son chiffre d'affaires, justement, de voyage en avion, etc. Et qui, en fait, a décidé de ne plus prendre l'avion pour des questions écologiques. Il a eu une sorte de prise de conscience. Et aujourd'hui, il est encore influenceur voyage, mais il ne prend plus l'avion. Donc, il voyage beaucoup plus en France. Et puis ensuite, il prend des mobilités douces comme le train, etc. pour voyager. Et donc, lui, il documente comment aujourd'hui, déjà, on peut redécouvrir et s'émerveiller en France, dans des endroits qui sont pas forcément loin de chez nous. Et puis surtout, comment on peut finalement voyager de manière toujours heureuse, sans prendre l'avion. Il y a aussi, l'influenceuse, Swan Périssé, qui est une influenceuse pareil qui a fait sa transition, de base, elle faisait de l'influence, de divertissement et cetera et puis elle a de plus en plus orienté son contenu, sur, les enjeux écologiques et elle a fait d'autant plus de sensibilisation là-dessus et notamment, cet été, elle a fait, Paris, Copenhague, à vélo pour justement, montrer déjà, valoriser, d'autres manières de voyager et notamment même à travers le vélo et de manière générale, elle fait beaucoup de sensibilisation sur finalement comment voyager aujourd'hui de manière plus responsable. Elle donne pas mal justement de tips à sa communauté sur aujourd'hui, voilà, comment faire évoluer sa manière de voir le voyage. Donc voilà, c'est un peu deux gros exemples parce que c'est des influenceurs qui de base étaient pas forcément sur les enjeux écologiques et qui ont finalement transitionné pour sensibiliser sur ces questions-là et qui ont finalement même fait évoluer leur mode de vie. Et c'est aussi ce qu'on dit beaucoup avec Pays ton influence, c'est qu'il y a un enjeu forcément de remettre en question aujourd'hui en tant qu'influenceur les modes de vie et de consommation qui sont promus sur ces réseaux. Mais ça c'est forcément aussi lié à une évolution de son mode de vie, finalement. Et j'y pense, il y a aussi l'amie de Swan Périssé, Luan Mancho, qui, elle, promeut énormément Oui, de exactement. voyages en train et qui donne des astuces, comment voyager en train en Europe. On va passer à la fin de l'épisode, la toute dernière partie. J'ai appelé ça la partie solution. Parce que vous, votre phrase d'accroche, c'est Lena situation, Squeezie, que se passerait-il s'il devenait écolo? Je te pose la question, que se passerait-il si les plus gros influenceurs, si tout le monde de l'influence se positionnait sur les questions écologiques et sociales? Alors nous, on est persuadés que ça aurait un impact énorme. Ça aurait un impact énorme déjà sur les personnes qui les suivent, sur leur audience, qui potentiellement pourraient se dire ah ok donc si Lena Situation, si Squeezie ou si d'autres gros influenceurs se positionnent là-dessus, ça veut dire qu'il y a un sujet. Ces influenceurs qui sont extrêmement suivis, en fait, ils ont un impact global sur le secteur de l'influence entier, donc sur les marques aussi. C'est vraiment des leaders d'opinion aujourd'hui. Ils sont extrêmement regardés. Ce qu'ils font est commenté, documenté, valorisé leur prise de conscience, leur transition, ça pourrait vraiment amener une dynamique globale de transition du secteur entier, quoi. Ou en tout cas, ça pourrait faciliter cette dynamique de transition. On ne veut pas reposer toute la responsabilité sur ces personnes-là parce que, de manière générale, dans l'ensemble de la société, les influenceurs, bien sûr, sont des acteurs qui, pour nous, doivent s'engager parce que ils ont un grand pouvoir à travers leur audience, à travers ce grand pouvoir il doit y avoir des responsabilités derrière sur les messages qui sont passés. Mais bien sûr, c'est aussi les marques, les entreprises, les gouvernements qui doivent s'engager. C'est indéniable que si ceux qui sont extrêmement suivis s'engagent, forcément, ça aura un effet boule de neige parce que c'est des personnes dont l'opinion compte aujourd'hui, dont les prises d'opposition comptent, sont écoutées et potentiellement peuvent vraiment faire évoluer ce secteur-là vers plus de transition écologique. Merci beaucoup, Amélie. Bon, je sais pas si tu as un mot de la fin à dire, un message à faire passer, un dernier conseil aux auditeurs dont on n'aurait pas forcément parlé et dont tu aimerais parler. Je voudrais revenir sur le fait que voilà, en tant que follower, en tant qu'audience sur les réseaux sociaux, on a aussi voilà ce pouvoir de potentiellement aller
sensibiliser les influenceurs, potentiellement aussi en demandant aux influenceurs d'être un peu plus engagés. Il y a aussi un phénomène qui est finalement, on peut aussi décider d'arrêter de suivre un influenceur parce qu'il n'est pas engagé. Et ça, c'est un acte qui peut avoir potentiellement qui peut être fort. Puis de manière générale, continuer à aller se renseigner sur les questions écologiques, sur les questions climatiques. C'est important aujourd'hui que de plus en plus de personnes dans la société, quelle que soit son échelle d'engagement, quelle que soit sa volonté d'engagement, soient conscients de ce qui se passe pour pouvoir potentiellement agir chacun aussi à son échelle. Merci, oui, il faut continuer à en parler. Et donc je rappelle, paye ton influence sur Instagram, sur Twitter aussi et sur LinkedIn. Donc merci encore Amélie, c'était vraiment chouette d'en apprendre plus sur les coulisses de l'influence. Chers auditeurs, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à un ami, à un collègue qui suit et qui travaille avec des influenceurs. Ça lui fera sûrement plaisir. Donc, merci encore Amélie. Merci. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.